On va passer à une autre séquence et on va se rapprocher du cœur du sujet de notre journée quand on a parlé de learning by doing, puisque la césure est un petit peu le trait d'union entre le stage traditionnel et d'autres formes d'acquisition d'expérience, de compétences, de savoir-faire. On avait déjà abordé cette question de césure, je crois, depuis deux conférences. D'abord parce qu'effectivement, traditionnellement, la césure, et en particulier dans les grandes écoles, c'était plutôt un moyen de faire un stage. Parfois, c'était une césure longue, d'ailleurs, je crois, au sein de certaines grandes écoles, c'était une année entière. Et puis, il y a eu cette fameuse loi de 2014 sur l'encadrement des stages qui a réduit la durée maximale des stages à 6 mois. Donc, ce qui a remis en cause, en quelque sorte, la césure. Heureusement, effectivement, les pouvoirs publics, l'État, en tout cas, s'est emparé du sujet. Et aujourd'hui, ce que je propose à Stéphanie Delaunay, qui est donc maintenant rentrée au ministère et qui est en charge des questions juridiques sur le lien emploi-formation, de nous faire un petit tableau récapitulatif. Alors, je crois qu'on a la petite télécommande, voilà, un petit récapitulatif sur le cadrage juridique de la césure, sachant que ce qui nous anime, c'est pas forcément que l'angle juridique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la césure, et visiblement on peut faire beaucoup de choses, et c'est cette ouverture qui est intéressante. Stéphanie ? Voilà, bon, merci à tous. Voilà, une fois de plus, pour les questions techniques, on verra avec la mutuelle pour vous donner les meilleures réponses possibles. L'idée aussi, c'est d'interagir le plus possible durant cette conférence. Donc, vous aurez un mail qui vous sera donné à l'issue de la conférence et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous viennent. Voilà, donc en fait, là, je vais vous dire quelques mots en complément de ce qui vous a été présenté sur les notions de responsabilité de façon large sur ces aspects d'année de césure et de stage. Alors mon PowerPoint est assez court, c'est juste quelques idées flash, parce que la volonté c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire de vous demander finalement quelles vont être les responsabilités des différents acteurs dans le cadre des activités qu'ils vont faire. Alors attendez, je ne sais pas si du coup c'est moi qui ai la main, d'accord. Voilà, donc du coup, juste mon collègue de AIME vous a donné des stats là, sur les stages. Donc effectivement, c'est assez exponentiel, hein, les stages en France. Là, je vous ai mis un extrait de la note flash. Il faut savoir qu'on pensait, honnêtement, moi la première, je pensais que les stages allaient peut-être diminuer, voire se tasser là, dans les dernières années, dans les années à venir. Et en fait, pas du tout, parce que c'est là où on se rend compte que c'est vraiment un outil qui répond à beaucoup d'attentes. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du bénévolat, c'est pas un contrat de travail, c'est pas un engagement, on n'est pas élu dans sa ville, on n'est pas sapeur-pompier, on est dans un système où on est dans vraiment du learning by doing. Et je vais vous prendre aussi des exemples qu'on fait des écoles là, sur ce système du learning by doing, bâti principalement sur des aspects de stage. Voilà, donc juste des stats que vous trouverez là dans la note que vous avez dans votre pochette. Donc c'est quand même très intéressant de voir que dans le secteur public, hein, puisque là vous n'avez que le secteur public, vous avez quand même un tiers des étudiants qui font des stages. Et comme vous le disait le collègue, de façon nationale, on a un nombre de stages qui est vraiment très important en France. Alors, avec le souci qui est que nos jeunes Français partent peu à l'étranger, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui crée aussi cette notion de responsabilité et de risque ? C'est, alors j'allais dire, je suis mal placée pour en parler maintenant, mais c'est pas grave, j'assume. C'est le déferlement des textes. Hein, c'est-à-dire que vous savez que vous avez un énorme champ de textes applicables sur tout ce qui est stage et césure. Donc, on a décidé effectivement de les mettre ensemble parce que les enjeux sont un petit peu les mêmes pour le point de vue des établissements d'enseignement supérieur en tout cas. Voilà, donc vous avez les derniers éléments qui sont la loi de OR, hein, ce qu'on appelle la loi OR, orientation et réussite, et ensuite tous les textes sur la césure. Donc je vous ai mis juste un petit warning avec un dernier texte qui date d'avril, hein, donc qui est très récent. Alors juste, vous l'aurez ensuite dans vos tablettes, hein, on vous enverra les présentations. Revenons quand même aux bases.
Pourquoi revenir aux bases? Parce que là, pour être complémentaire avec ce qui vous a été présenté sur la notion de responsabilité spécifique au stage par Hervé Véry, moi j'aimerais qu'on voit un petit peu plus large. C'est-à-dire que les stages, il ne faut pas que vous oubliez que ce sont des périodes, donc vous avez la définition là, du Code de l'éducation, mais qui sont possiblement à la fois en France, donc en France, en Outre-mer aussi, et à l'étranger. Et donc effectivement, c'est pas parce qu'il y a des assureurs qui sont là, mais lorsque j'ai eu l'occasion de faire des formations sur ce sujet, moi j'ai souvent tendance à vous dire forcer entre guillemets les étudiants à prendre des assurances, parce que dès que vous franchissez les frontières, on est un petit peu dans le flou. Alors bon, je suis d'autant plus bien placée pour vous en parler que certains le savent peut-être, mais je coordonne un projet européen sur les stages qui s'appelle SPRINT, Standardized Best Practices About Internships. Donc on est dans une phase là où on regarde vraiment tout ce qui existe au niveau européen en matière de législation sur les stages. Et autant, on parle de l'Allemagne où il y a effectivement une réglementation, la Roumanie qui a été très aussi involved, je ne sais plus comment on dit en français, impliquée dans la réglementation sur les stages. Mais le gros souci que vous allez avoir, vous en tant que collègue, donc, c'est que vous, déjà premièrement, vous n'allez pas parler forcément le hongrois. Enfin, peut-être certains d'entre vous, je ne sais pas, j'espère pour vous, ce serait formidable, mais voilà. Et deuxièmement, vous n'êtes pas juriste, donc pour aller voir la réglementation du pays dans lequel votre étudiant va aller, ça va être la croix et la bannière. Et le problème, c'est que en matière de responsabilité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand l'étudiant va avoir son accident, c'est arrivé donc dans des pays parfois très éloignés pour nos établissements, ça va forcément d'une manière ou d'une autre se retourner contre l'établissement d'enseignement supérieur. Parce que des fois, on ne saura même pas s'il a eu une gratification ou pas. On est un peu perdu dans ce genre de processus. Et c'est la raison pour laquelle moi je conseille vivement d'obliger les étudiants à prendre des assurances de manière à être couverts. Alors le problème de l'assurance, effectivement, on l'a un petit peu abordé là, c'est que il faut lire des fois entre les lignes. C'est-à-dire, par exemple, la responsabilité civile, je ne sais pas si vous avez vu, souvent c'est en année civile. C'est-à-dire que votre étudiant, par exemple, il aura pris son assurance à la rentrée de septembre, quand il commence son année en tant qu'étudiant, et en réalité, en janvier 2020, il ne sera plus assuré s'il n'a pas renouvelé son assurance. D'accord ? Donc, vous avez effectivement des petits warnings comme ça à faire, mais le point de vigilance sur lequel je voulais vous amener, c'était la notion de stage. Pour commencer sur cette présentation, il vous faut la voir de manière transversale et non pas franco-française. Alors c'est vrai qu'on est basé beaucoup sur la gratification pour nous, notre réglementation. Enfin, la majorité des autres pays ne connaissent pas ce mot. On va parler certainement dans le projet Sprint de compensation ou rémunération d'ailleurs, puisque le mot gratification, moi j'ai essayé d'en parler aux collègues européens, ils ont ouvert des grands yeux, donc c'est quelque chose qui reste chez nous, ne l'oubliez pas. Et d'autre part, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'en matière de stage, vous être avec des jeunes qui sont certains responsables, d'autres vont avoir moins la tête sur les épaules et peuvent, qu'ils soient en stage en Nouvelle-Calédonie ou à Paris ou en Inde, ils peuvent tous avoir des accidents, si vous voulez. Et comme vous le disait le collègue, les montants d'assurance sont assez faibles. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que vous avez aussi la possibilité, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, de faire prendre des assurances, donc ça se développe également, par vos établissements qui vont aussi couvrir les étudiants. Alors là, par contre, les montants sont plus importants, mais je sais que certains établissements commencent à faire ça parce que effectivement, les stages se développent toujours autant, et on va le voir aussi sur l'aspect césure, etc. Je vais en reparler tout au long, mais moi, j'ai l'impression que là, on n'a pas encore eu de soucis avec les césures. Je ne sais pas ce que ça va donner quand il y aura des accidents. Donc,
On continue sur la césure. Donc la césure, qui est une notion qui a été donc récemment inclue dans nos textes en France, qui en fait était faite un petit peu avant, comme pour les stages, de façon bon enfant, on va dire, entre les étudiants et leur lieu d'accueil ou pas, où ils partaient aussi en année sabbatique. Donc effectivement, ça a été fait, encadré par des textes à la fois législatifs et réglementaires. Donc législatifs, donc du domaine de la loi. Réglementaire, c'est principalement des décrets ou circulaires en l'occurrence. Je vais vous parler en toute transparence, en travaillant de façon très précise sur les textes. En fait, je me suis rendu compte que, à ma grande surprise, puisque les textes ont été faits moi avant que j'arrive au ministère, on a bien laissé la possibilité aux étudiants de partir en autonomie, en césure. D'accord ? Alors moi, j'avoue que dans l'établissement où j'étais, moi j'avais cadré dès le départ dans les délibérations de conseil d'administration ou de commission de la formation et de la vie universitaire, et nous on avait interdit en fait aux étudiants de partir en autonomie. Hein. On avait exigé qu'il y ait un tiers. Mais vous voyez bien que à partir du moment où quand même l'établissement d'enseignement supérieur va autoriser d'une manière ou d'une autre, que ce soit formalisé ou non, l'étudiant à partir, moi, je demande à voir en termes de responsabilité. Hein. Je pense qu'il peut y avoir quand même des enjeux derrière. Alors, la césure, c'est pareil. Je voulais vraiment vous faire un zoom sur le fait que positionnez-vous toujours, non pas en franco-français, mais en européen. Ne faites pas comme les Anglais. Et voir en homme ou femme du monde. Voilà. Ouvrez vos écoutilles. La césure, elle existe dans beaucoup de pays et ça ne fonctionne pas du tout comme chez nous. Ils n'ont pas les mêmes réglementations, etc. Donc ça, il faut toujours y penser. En France, donc juste, bon, pour ceux qui ne sauraient pas, je pense que vous le savez, ça peut être fait dès la première année, donc moi je trouve ça hyper intéressant. C'était obligatoire jusqu'à très très récemment en Allemagne. Hein. Alors c'est devenu soi-disant facultatif, mais j'ai regardé encore récemment, et énormément de jeunes Allemands, après leur abitur, leur bac allemand, partent 1 an. Hein, ça se fait énormément. Et honnêtement, bon, moi, ça n'existait pas, moi, quand mon fils a fait son bac, mais je trouve que c'est un super système parce qu'en fait, ils sont pris dans leur année, par exemple, dans leur classe prépa ou dans leur IUT, etc. Et ils partent juste 1 an. Alors, vous allez me dire, oui, les maths, etc., ils vont oublier. Bon, non. En Allemagne, vous voyez bien que les jeunes, ils arrivent après à reprendre leurs études. Moi, je trouve que c'est un super système de partir tout de suite. Plutôt que de couper ses études, parce que là, je trouve ça plus compliqué. Et ils peuvent partir jusqu'à l'avant-dernière année, c'est-à-dire que s'ils font un Master 2, ben entre leur Master 1 et le Master 2, ou s'ils font un doctorat, jusqu'à l'avant-dernière année de doctorat, normalement la deuxième, d'accord ? Donc c'est vrai que c'est un système qui est hyper intéressant, parce que en France, on sécurise nos étudiants, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils vont pouvoir se réinscrire ensuite. Et ils restent étudiants, d'accord ? Donc, dans le stage, j'y reviendrai pas, le collègue l'a très bien expliqué, on a 3 acteurs. Dans la césure, en théorie, on a 3 acteurs également. Mais, alors, voilà, je suis tout à fait transparente avec vous, mais pas obligatoirement. Hein. Les textes nous donnent la liste des cas de césure possibles qu'on va voir durant notre journée, hein, puisque le service civique, le volontariat territorial en entreprise, etc., tout ça, c'est possiblement de la césure. Alors moi, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est aussi, par exemple, les étudiants qui pendant 1 an, s'impliquent en tant qu'élus aussi. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment formidable. Si vous pouvez prendre 1 an, vous êtes en Sciences Po et pendant 1 an, vous impliquez en tant qu'élu dans une ville ou plus, hein, si vous êtes adjoint même, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant maintenant grâce à la césure. Pour faire le lien avec nos amis de l'Association des villes universitaires de France. Voilà. Donc, sachant que voilà, le tiers n'est pas nécessairement obligatoire en France. Donc là, vous voyez ce qu'on va un petit peu regarder, je vous le disais aujourd'hui, avec... je vous ai fait un petit zoom sur les responsabilités après, mais qu'on a vu déjà un petit peu, mais quand même. On sait qu'il y a certains domaines de la césure où les risques sont moins importants.
Hein, si l'étudiant, donc moi honnêtement j'aurais adoré faire ça quand j'étais en droit, si j'avais pu faire aller un an dans une université britannique faire de l'anglais, ça aurait été génial, vous voyez. Donc c'est ça la césure, hein. Vous pouvez faire une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle vous êtes, et voilà, vous partez et vous êtes sûr que vous revenez après dans votre formation. Mais ça peut être aussi dans votre établissement, hein. Ça les collègues le demandent des fois, mais c'est pas interdit. Vous êtes dans une grande université, vous êtes à l'université de Bordeaux, vous faites médecine, vous pouvez faire un an de l'anglais. C'est pareil, il n'y a pas de souci. Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger. Donc en milieu professionnel, ça veut dire qu'il y aura forcément un tiers. Donc là aussi, en matière de responsabilité, ça allège la responsabilité possible de l'établissement d'enseignement supérieur. Oui, dans le premier cas, bien évidemment, c'est l'autre établissement d'enseignement supérieur qui prend la main. Dans le troisième cas, l'engagement de service civique avec le volontariat de solidarité internationale, le volontariat international en administration ou en entreprise, le SVE, tout ça, il y a toujours un tiers. D'accord ? Donc là, c'est pareil, il y a des assurances, ou du moins des responsabilités qui sont assurées par des tiers. Et alors, la dernière possibilité, entre guillemets, qui n'est pas exhaustive sur la césure, donc le projet de création d'activité en qualité d'étudiant entrepreneur. Bon, là, vous savez qu'on est encore en train de s'améliorer, j'allais dire, sur les statuts des étudiants entrepreneurs qui sont rattachés à l'établissement. Mais c'est vrai qu'on est un peu au milieu du gué pour eux. Donc la notion de risque, là, pour eux, elle peut exister. Et c'est là où aussi, moi, je conseillerais, je pense, de prendre des assurances. Donc, j'ai pas de montre, donc je ne sais pas où j'en suis, c'est pas grave. Donc, quelques mots sur, encore une fois, en complément de ce qu'on a vu, sur les risques et les responsabilités des uns et des autres. Ce que mon collègue n'a pas trop abordé, c'est la responsabilité des tuteurs. Je voudrais quand même en dire aussi quelques mots. Bon, le stagiaire. Ça, on en a parlé, j'évacue la question de la RC. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens fortement. Moi, je prends toujours des stagiaires ou des apprentis et je me mets à leur place si ils cassent l'ordinateur c'est surtout des questions matérielles souvent, hein, d'un collègue et qu'ils n'ont pas d'assurance. Franchement, ils sont mal parce que soit ils vont passer les 6 prochains mois dans une ambiance très sympathique, donc s'ils n'ont pas les moyens effectivement de rembourser l'ordinateur du collègue, soit ils ont une assurance et il n'y a pas de souci. Bon, donc ça, on en a parlé. La responsabilité disciplinaire, par contre, ça, je voudrais insister quand même là-dessus. On est quand même, alors je vais reparler des générations X ou Z, hein, mais vous avez aussi des étudiants qui sont très revendicatifs. Hein, donc là, moi, maintenant, j'ai la chance de les récupérer au ministère. Donc, j'ai eu un cas là d'une personne donc de très très mauvaise foi, un étudiant, et j'ai fait l'interface avec l'université et l'organisme d'accueil, où en fait, l'étudiant, il volait des données dans l'entreprise. Et donc, vous vous rendez compte du perdant-perdant que ça crée, c'est-à-dire l'étudiant, il vole des données, donc l'organisme d'accueil est furax contre l'étudiant, contre l'établissement d'enseignement supérieur. L'établissement d'enseignement supérieur, au début, c'est juste l'étudiant qui râle en disant que son stage ne se passe pas bien et que c'est la catastrophe, alors qu'en fait, il est en train de faire quelque chose qui est illégal. Et derrière, si on ne va pas jusqu'au bout de l'enquête, entre guillemets, on ne va pas en plus sanctionner le jeune, vous voyez. Donc là, je vous dis cet aspect parce que c'est là où je pense qu'il faut que vous mettiez dans la boucle vos services juridiques quand vous avez des soucis comme ça, des étudiants où vous ne vous sentez pas trop bien l'affaire, quoi. Et c'est là aussi où le tuteur a un rôle à jouer là-dessus. Ensuite, on a eu le cas dans une université montpelliéraine avec un étudiant alors qui n'était pas de nationalité française, qui était chinois, et qui a un petit peu joué avec la machine à 1 million d'euros sur laquelle il était censé travailler et qui a complètement rendu inopérante la machine. Et donc là, il y a pu y avoir une poursuite de l'étudiant parce qu'il avait commis une faute, parce qu'il avait agi sans la surveillance d'un tuteur, mais aussi du coup de la responsabilité civile. D'accord ? L'établissement, il y a quand même différents aspects dans la responsabilité que vous devez garder en mémoire. Alors,
moi, en étant au ministère, je ne gère pas que les stages, hein, juste pour l'anecdote. Loin de là, je m'occupe de tout ce qui est le volet lien formation-emploi, d'accord ? Donc, tout ce qui est de la formation initiale, formation continue, entrepreneuriat, etc. J'ai au moins 2 appels par jour quand je fais à mon bureau sur les stages. Des appels directs, hein, c'est-à-dire, voilà. Plus les questions des particuliers, les questions des parlementaires, etc. Et souvent, les jeunes appellent en disant j'ai un problème avec mon tuteur académique ou en entreprise. Donc ça, c'est vrai que la responsabilité pédagogique, c'est un point de vigilance. Hein. Alors bien évidemment, je sais bien que les textes maintenant permettent l'encadrement de 24 étudiants par le tuteur académique, mais faites un warning quand même aux tuteurs là-dessus. Alors, sauf que, bon, la seule limite là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de sanction prévue par les textes. D'accord ? Donc ça, je vous le dis aussi. La responsabilité disciplinaire en cas de faute de l'étudiant stagiaire. Pourquoi je vous mets ça dans la responsabilité de l'établissement ? Parce qu'en fait, nous, on nous a reproché, quand j'étais en université, bon, le président de l'époque n'avait pas voulu poursuivre l'étudiant, mais il y a un organisme d'accueil qui a dit « Moi, c'est terminé, je ne vous prendrai plus aucun stagiaire. » Parce que cet étudiant, je vous ai dit qu'il s'était mal comporté, je vous ai dit qu'il n'avait pas respecté les règles, et vous ne l'avez pas poursuivi, vous, disciplinairement, au niveau de votre établissement. Ce qui était vrai. Voilà. Et donc là, il y a une responsabilité aussi. C'est-à-dire que, OK, l'établissement, des fois, ne veut pas j'allais dire, d'imbroglio administratif, mais vous avez aussi, autant vous pouvez dresser des listes noires d'organismes d'accueil, autant eux aussi. Hein, eux aussi. Il y a, je fais le parallèle avec les enseignants qui répondent au spam, vous savez, en donnant leur mot de passe, leur code, etc., qui font qu'après, on ne peut plus recevoir les mails de Hotmail ou je ne sais quoi. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si vous vous grillez auprès d'une entreprise, alors en particulier, moi, comme je travaillais à Montpellier, si vous vous grillez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais auprès de Sanofi ou de qu'est-ce qu'il y a comme grande entreprise à Montpellier ? Altrad. Voilà, si vous grillez auprès de l'Altrad, qui est en gros le premier employeur de la région, ça va être très compliqué pour vos étudiants. Hein. Et je peux vous dire que quand vous êtes grillé, c'est fini. Et ensuite, on a donc la sécurité sociale. Alors c'est vrai que souvent, étonnamment, les organismes d'accueil prennent souvent en charge, parce que le cas de la région, là, dont on a parlé tout à l'heure, moi, j'ai déjà entendu ça. Mais quand même, il faut être vigilant là-dessus, le savoir au moins, avoir un warning là-dessus. Et du coup, toujours la problématique de la permanence au sein de vos établissements. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas encore été réglé dans beaucoup d'établissements. Bon, l'organisme d'accueil, comme vous le voyez ici, par contre, là, la loi s'est bien chargée de lui. Hein. Et j'allais dire, les entreprises en France ont été relativement dociles, puisqu'elles ont accepté toutes ces responsabilités. Elles continuent à prendre des étudiants en stage. Donc, vous savez qu'il y a donc la responsabilité en matière d'accident quand la gratification est supérieure au plafond. Et ensuite, vous avez des sanctions si le tuteur de stage a plus de 3 stagiaires, par exemple, si le stage ne se déroule pas dans des bonnes conditions. Et vous avez tout ça qui peut être porté soit devant l'inspecteur du travail, soit devant le tribunal, le cas échéant. Donc, si le stage est assimilable à un contrat de travail. Alors ça, c'est toujours très compliqué. Hein. Moi, je prends l'exemple, là, ça va, j'ai mon apprentie avec moi, c'est pas une stagiaire. Mais quand je prends un stagiaire juriste, ben, écoutez, je vais pas lui faire de l'économie. Vous voyez, donc je vais lui faire du droit et je vais lui faire un travail de juriste. Et c'est souvent le problème qu'ont les entreprises, c'est-à-dire que quand elles prennent des stagiaires, elles vont quand même lui faire un vrai travail. Donc la solution, elle est qu'il y ait un thème de stage et qu'il y ait un vrai sujet de stage que l'étudiant puisse dérouler tout au long de son stage. Alors, j'ai revérifié là, en préparant la conférence. Il n'y a pas énormément de contentieux sur les stages ces derniers temps. Il n'y a pas énormément de contentieux sur la qualification de stage en contrat de travail. Et justement, en étant au ministère, là, je vais faire un travail. Par contre, je vais essayer de contacter les inspecteurs du travail pour vous donner peut-être des chiffres dans les semaines à venir, pour voir si beaucoup de jeunes contactent les inspections du travail en cas de soucis durant leur stage. Mais sachez que ça, c'est prévu dans le Code du travail. Hein.
Et ensuite, on a, en cas de non-paiement de la gratification, alors pour info, alors je l'ai découvert en discutant avec des collègues, je n'avais malheureusement pas vu, il y a une grande réforme de la justice, pour ceux qui n'auraient pas vu, et le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance fusionnent au 1er janvier, ils vont s'appeler le tribunal judiciaire. Et donc, c'est devant ce tribunal que vous allez pouvoir faire des contentieux en cas de non-paiement de la gratification. Le tuteur académique ou le tuteur de l'organisme d'accueil. Alors, pour moi, ces personnes ont un rôle. Alors, le tuteur académique, vous avez les éléments dans le Code de l'éducation, hein, la responsabilité pédagogique. Pour ceux qui ont déjà été en formation avec moi, je cite le cas que j'ai eu moi dans mon établissement, hein, où en fait on a eu un enseignant-chercheur qui avait pris aucun contact avec l'organisme d'accueil quand son étudiante avait fait son stage. Et il s'était avéré que c'était un montage, un imbroglio catastrophique. Je vous la fais courte, mais en fait, l'étudiante était en situation plus ou moins régulière. Elle avait fait signer de la convention de stage par son amant, qui, entre-temps, il s'était un petit peu fâché. Il s'était battu. Et elle avait porté plainte contre lui contre elle, enfin, etc., etc. Et au final, elle avait dénoncé la convention de stage. Et elle avait dit, mais de toute façon, moi, l'université n'est jamais venue vérifier si mon stage avait vraiment eu lieu. Et mon stage, en fait, n'a pas eu lieu. Et personne n'est allé vérifier comment ça se passait pour moi et comment j'allais. Voilà. Vous voyez ? Et bon, c'est allé très loin. Donc, bon, honnêtement, un coup de fil, un mail, hyper important au niveau de la responsabilité pédagogique. Et l'évaluation également, le tuteur, il a cette évaluation à faire. Alors, je vous mets juste des questions là que je me suis posées et que je me pose là en étant au ministère et sur lesquelles je travaille, hein, je ne vous cache pas. Pour moi, il y a une vraie problématique de comment on fait quand les étudiants n'ont pas de sécu. C'est plus obligatoire la sécu. On a le problème des étudiants étrangers qui viennent en France sans sécu. Alors, en théorie, ils sont censés avoir la sécu puisque les papiers sont obligatoires et doivent inclure obligatoirement une attestation de sécurité sociale. Mais Amélie nous dit que pour qu'un étudiant s'inscrive dans un établissement d'enseignement supérieur, il doit avoir ses papiers. Donc là, moi, je suis en train de me renseigner au niveau du ministère pour faire la boucle entre les deux. Parce que s'il ne peut pas rentrer sans attestation de sécu, mais s'il ne peut pas avoir la sécu sans papier, je ne sais pas comment font les étudiants étrangers. Là. À l'heure actuelle, j'avoue que... voilà. Pour moi, il y a un gros problème sur les étudiants en enseignement à distance, qui n'est pas réglé. Sur le fait que l'étudiant soit en situation irrégulière aussi. Hein, ça, c'est un gros problème pour les entreprises parce qu'elles peuvent s'assurer de toutes parts, elles n'auront jamais l'assurance de l'étudiant en situation irrégulière. Et ça, effectivement, comment on fait ? Et il y a aussi le problème de l'étudiant qui part dans une zone à risque. D'accord ? Voilà, donc je dois m'arrêter, donc je m'arrête parce que je pense que j'ai dépassé. Vous aurez le PowerPoint à disposition, hein, de toute façon. Voilà, merci. Merci. Oui, je t'ai arrêté un peu parce que tu en as tellement à dire que tu pars dans tous les sens. Donc, évidemment, ça correspond à de l'expérience aussi. Bon, après, deux appels téléphoniques par jour quand on sait qu'il y a 1 700 000 étudiants qui font des stages pendant leur cursus et à 600 000 chaque année, c'est finalement pas énorme. Mais il y a quand même des soucis et donc le fait d'avoir des interlocuteurs est important. Ce qu'on vous propose, avant de parler de volontariat, il y a probablement des questions. Il y en a certaines qui nous avaient été envoyées précédemment. Donc, Coco va récupérer peut-être un micro pour le faire passer. Donc là, on a... quelle heure il est ? Il est 11h30 pratiquement. Oui, donc on a théoriquement plus que 3 minutes pour les questions, mais rassurez-vous, on avait compté un peu large, y compris pour la pause déjeuner. Donc... on va quand même prendre le temps de traiter les différentes questions que vous poserez. Madame. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui. Oui, je voulais revenir sur une question qui n'a pas été abordée, mais pour autant, ça a été affiché sur votre slide à un moment donné, la question des stages facultatifs. Il me semble, sans vouloir dire de bêtises, qu'aujourd'hui, les stages facultatifs ne sont plus autorisés. Pour autant, dans la pratique, on constate que nombre d'établissements permettent toujours de faire un stage facultatif, encadré par une convention de stage qui ne fait pas la distinction entre un stage obligatoire ou un stage facultatif. Ma question était donc, qu'est-ce qui se passe si le stagiaire a un souci, alors accident du travail ou pendant un stage facultatif ?
quelles sont les conséquences pour l'établissement, quelles peuvent être, je ne sais pas, les conséquences pour l'établissement, pour l'étudiant qui du coup peut-être ne plus être couvert puisque ce stage facultatif par essence n'a pas d'origine réglementaire. Voilà. Alors, donc, bon, je vous rassure, j'ai pas commis d'erreur. Enfin, je peux, hein, attention. En fait, en réalité, si, ils existent encore, ces stages-là. Hein, c'est-à-dire que vous avez la distinction entre les stages attributifs de crédit européen ou non attributifs de crédit européen. Donc, si l'établissement il permet que dans ces cursus, il y ait des stages non attributifs de crédit européen, vous pensez bien qu'ils sont automatiquement facultatifs. On ne va pas obliger un étudiant à faire un stage non attributif de crédit européen. D'accord ? Donc, effectivement, on joue sur les mots, puisqu'à l'époque, politiquement, hein, lorsque la loi était sortie, il y avait une volonté de ne pas plus afficher les stages facultatifs. Mais enfin, là, je me permets de le mettre parce qu'il faut être un petit peu pragmatique et que c'est la réalité. D'accord ? Donc, ils existent bien. Il y a beaucoup d'établissements qui restent dans le flou par rapport à ça. Là, j'ai encore eu le cas hier avec une université que je ne citerai pas. Si je verrai si, sur la liste d'émargement, si le collègue est là, peut-être j'irai le voir. Effectivement, qui n'autorisent pas ces stages. Mais dès lors qu'ils sont légaux, si vous voulez, ils sont couverts exactement comme les autres. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc, ils existent, mais il faut le prévoir quand même, soit par un vote en commission de la formation de la vie universitaire, soit par une implémentation dans les maquettes de diplôme. Oui ? Bonjour, excusez-moi. Laetitia Faudière, je suis la responsable service carrière de Sorbonne Nouvelle et je voulais revenir sur la question que vous aviez évoquée des aspects juridiques par rapport à la césure, où effectivement, il est possible, nous on autorise nos étudiants à partir en autonomie et on a on l'autorise parce que le décret l'indique, mais on a quand même une vraie question sur ça en termes de responsabilité de l'établissement. D'une part, quand ils partent dans des zones qui peuvent être considérées comme des zones à risque, ce que l'on interdit, mais quel est, d'après vous, l'enjeu de responsabilité dans ce cadre-là par rapport à la césure ? Je regardais les assureurs parce que honnêtement, moi, c'est quelque chose, je pense qu'il faut que les assureurs s'intéressent à la question de la césure parce que moi, c'est ce que je vous dis, hein, pourtant là, je suis au ministère, donc je vous dis, j'ai la vision globale, donc on est en train de faire une étude justement sur tous les cas de césure, etc. Je voudrais faire quelque chose là-dessus. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Si l'étudiant était plus étudiant, s'il était, parce que c'est une suspension, hein, c'est pas une déconnexion du cursus, hein, on est bien d'accord. Donc il est toujours étudiant, le jeune, d'accord ? Donc moi je suis parent. Mon gamin, il veut bénéficier de la césure. Moi, je suis pas d'accord au départ. Il fait quand même la césure. Son établissement lui donne l'accord. Moi, je dis, non, moi, je n'étais pas d'accord pour que tu partes, machin. Et il a un accident parce qu'il est parti au Népal faire un trek, machin. Moi, je me retourne contre l'établissement. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Alors, effectivement, juridiquement, c'est pas cadré ça. C'est-à-dire que c'est écrit nulle part, d'accord ? Donc, sur quelle base juridique on va pouvoir se fier, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, je conseille vivement pour les établissements de formaliser une autorisation de césure, mais de vraiment, même si après derrière, je ne sais pas la valeur que ça aura devant des juges, mais de formaliser aussi un dédouanement de responsabilité et une obligation faite à l'étudiant de fournir une attestation accident, alors je ne sais plus comment ça s'appelle au niveau des assurances, mais vous savez, il y a pas forcément, les assurances, elles couvrent les accidents du travail, mais elles couvrent aussi les accidents de la vie personnelle, en fait, hein, vous voyez. Et moi, j'exigerais ça de la part de l'étudiant en autonomie, alors surtout en autonomie, hein, ça c'est sûr, parce que voilà, une fois de plus, alors, il n'y a plus le régime de sécurité sociale étudiante, donc il est étudiant avec un tarif réduit, mais il est étudiant. C'est votre usager. Vous travaillez, vous êtes là pour lui. Donc, ouais, je suis d'accord. Juste une question. Boris Vizalov, UTC. On parle de responsabilité. On nous engage de plus en plus dans des responsabilités liées à la confidentialité, les stages, les rapports, les soutenances. On nous fait signer des clauses de confidentialité. Les collègues, évidemment, ne veulent pas signer ça pour des raisons qui sont évidentes. Et puis, la présidence délègue. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ?
Ouais, je sais, moi j'ai mon fils qui a commencé un stage chez Safran et donc il n'a rien pu me dire sur tout ce qu'il faisait parce qu'il y avait la clause qui faisait 20 pages dès le début de son stage. Donc, comme maman, ça c'est pas important, mais tant que suiveur de l'établissement doit être au Non, mais c'est au moment de la Et c'est soutenance, pas vous qui voulez signez, dire. C'est l'établissement qui signe. Oui, donc. mais vous voulez dire au moment de la soutenance, quand l'étudiant peut rien Non, dire. c'est dès la signature de la convention. Ça Oui, ou commence. dès la signature de la convention. Ça, c'est un... effectivement, je sais qu'il y a des établissements qui sont complètement perdus par rapport à ça. Après, c'est un choix à faire au niveau de l'établissement. Soit vous autorisez votre étudiant à faire un stage chez Eurocopter ou Airbus ou Thales, et avec ce qui va derrière, c'est-à-dire que vous allez malheureusement devoir faire confiance à l'établissement, à l'organisme d'accueil. Soit vous n'autorisez pas. Je sais que j'ai eu des discussions avec des universités là-dessus qui étaient furieuses parce que elles n'avaient accès ni au contenu du stage, ni au mémoire de stage. Et à la soutenance, l'étudiant, il vient, il dit juste les conditions matérielles du stage, en fait. Et je sais. Oui, non, il y a autre chose. On signe des accords de confidentialité, d'accord ? Oui. On les signe, sinon il n'y a pas de convention. Mais quelle responsabilité est engagée ? Celle de l'enseignant, le suiveur, ou de l'établissement entier ? Alors, dès lors que vous signez un accord de confidentialité, il faut que vous le fassiez signer, s'il est annexé à la convention de stage, par le président de l'université ou son délégataire. Ce n'est pas le tuteur qui est responsable dans ce cas-là. Hein. Ça dépend des cas, oui, c'est compliqué. En tout cas, juridiquement, le tuteur n'est pas responsable, ça c'est sûr. Oui. Bonjour. Une petite question par rapport à la possibilité d'effectuer un stage durant la période de césure. On sait qu'aujourd'hui, désolée, c'est pas la question très facile, mais voilà, nous, établissement, on se pose des questions. C'est au niveau de la réglementation, c'est compliqué. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclaircir certains points, s'il vous plaît ? Voilà. Bon. Donc voilà, il a fallu que quelqu'un pose la question. Effectivement, les textes sont, on va dire, relativement flous sur cette question. Donc, les stages, alors, si on prend d'abord la réglementation des stages d'un côté, les stages doivent être rattachés à un cursus, d'accord ? Et la césure de l'autre. La césure, donc, elle est fixée par des textes législatifs et réglementaires, et elle dit qu'il y a possiblement, la césure, elle peut se faire en milieu professionnel. Donc, c'est aussi un stage, possiblement. Hein. Sauf que, en fait, le modus vivendi qui peut être trouvé, c'est que en fait, l'étudiant, il peut, si l'établissement est d'accord, puisque les couvertures le permettent, notamment la couverture accident du travail. Vous savez qu'un étudiant qui fait son année, par exemple 2019-2020, il va être couvert au niveau des accidents du travail jusqu'en 31 décembre 2020. D'accord ? Donc, en théorie, un étudiant peut faire une césure sur, c'est-à-dire il finit son master par exemple en juillet 2020, et il peut faire une césure sous forme de stage jusqu'au 31 décembre 2020, puisqu'il bénéficiera de son cursus de l'année N-1, et il bénéficiera surtout de la couverture. Et le point sur lequel, effectivement, les textes ont été faits, moi, avant que j'arrive, le point sur lequel je pense que les personnes qui ont rédigé n'avaient pas réfléchi au départ, c'est qu'il est impossible de faire un stage, pour moi, après le 1er janvier, puisque votre étudiant il sera plus rattaché à un cursus et il n'y aura plus de couverture accident du travail, puisqu'il ne sera plus déclaré, puisque quand vous faites vos déclarations d'étudiants au niveau du rectorat, d'accord ? Vous déclarez vos étudiants. Je suppose que vous ne déclarez pas tous vos étudiants. Vous déclarez ceux qui sont susceptibles de faire des stages. D'accord ? Donc, vous allez déclarer tous vos étudiants inscrits dans des cursus. Or, en césure, il est en suspension. D'accord ? Donc, autant la CPM, donc ça, c'était des échanges qu'on avait eus, je continue à les avoir avec eux, accepte de considérer qu'un étudiant qui est en stage jusqu'au 31 décembre, on continue à le rattacher à son cursus de l'année d'avant. Donc, il est en césure, mais la CPM accepte qu'il soit rattaché à avant. Mais après le 1er janvier, par contre, pour moi, ce ne sera pas possible. Mais on est en train de travailler sur cette question parce qu'il va vraisemblablement y avoir besoin de modifications législatives là-dessus. C'est pour ça que je vous disais, c'est rattaché au cursus. Au cursus de l'année d'avant. Donc, aux 50 heures de l'année d'avant. Je sais,
C'est la solution que j'ai trouvée pour l'instant. Alors, après, vous avez la possibilité d'utiliser la première possibilité. Il va falloir qu'on arrête. Ouais. Ah. Alors, donc, alors, il faut que je reformule la question. Voilà, pour les écoles d'ingénieurs, donc vous autorisez des césures sous forme de formation plus stage. Voilà. Je sais. C'est une problématique qu'on est en train d'étudier au niveau du ministère. Une remarque et une question. Olivier Lartigot de l'Université Paris-Nanterre. Nos étudiants qui partent en césure sont inscrits en année supérieure. Oui. Donc ça, c'est une spécificité peut-être de Nanterre. Mais on pourrait peut-être envisager que le stage est rattaché à l'année N+1. Je reviens sur la première question qui a été posée, parce que je n'ai pas tout à fait eu la réponse. Je ne parlais pas en césure, mais l'engagement de la responsabilité du signataire de la convention de stage, notre président, ou son délégataire. On se pose la question pour un départ dans une zone à risque. Ma voisine qui est là me dit non, on suit les préconisations du ministère pour les zones à risque, on ne signe pas de convention de stage, on n'engage pas la responsabilité du président de l'université. Ma question c'est, est-ce que nous avons pour responsabilité de refuser de signer un départ en stage ? Et alors, quelle est la responsabilité du président en cas de décès de la personne sur le terrain ? Donc, dans le guide des stages, vous avez une annexe qui comporte la fiche pédagogique, la fiche stage à l'international qui est prévue dans le Code de l'éducation et qui écrit clairement qu'en zone rouge, c'est niet. Il faut refuser. Oui. Et en zone orange, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais en zone rouge, vous avez, pour moi, vous avez l'obligation d'interdire le stage. Hein, ça, c'est évident. Hein. Après, le problème, par exemple, sur Mexico, je sais qu'on a eu le cas, où vous avez l'étudiant qui va faire son stage dans une zone orange et tout autour, c'est rouge. Non, tout à l'heure, vous avez parlé d'un document, le dédouanement de responsabilité de l'étudiant. On ne peut pas faire signer un étudiant qui dégage sa responsabilité en partant dans un pays à risque. Et en plus, on lui donne une convention avec signature du président de l'université. C'est une contradiction. Non, pas du tout, madame. Je parlais de la césure. Attention, faites attention. La césure aussi, ne confondons pas. Non. Sur la césure, c'est-à-dire là, c'était le cas de la collègue de la Sorbonne, où les étudiants partaient en autonomie, en césure, où là, l'établissement peut tout à fait dire, écoutez, nous, on vous accorde la césure, mais par contre, on dédouane complètement notre responsabilité. Ah oui, s'il n'y a sur pas la de convention. césure. Il y a pas non, mais de sur les stages, c'est impossible. Okay. Inimaginable. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne une dernière question, non ? Oui. Renaud Barba, Université Paris-Dauphine. J'avais une question par rapport à la césure. Du coup, comme c'était le sujet, les textes disent que la césure est proposée aux étudiants inscrits en formation initiale. Alors, est-ce qu'on entend les étudiants inscrits en formation initiale classique ou également les étudiants en formation initiale en alternance, comme ça reste de la formation initiale ? Oui. Alors, donc c'est effectivement les étudiants en formation initiale et effectivement, théoriquement, les apprentis pourraient tout à fait faire de la césure. Après, honnêtement, je vois vraiment pas comment vous allez faire. Hein. Ah non, mais je sais bien, mais... Donc, comme quand même l'acceptation de la césure relève de l'établissement, moi, je pense que le mieux, c'est quand même de clairement dire aux apprentis, bon, non, tu pourras pas... je prends mon exemple personnel. Mon fils, il est apprenti et il rêve de partir 6 mois en stage à l'étranger en tant qu'apprenti. Il a le droit, hein, mais il s'est posé la question 3 secondes parce qu'il sait que son entreprise ne sera pas d'accord. Vous voyez, donc la césure, je pense que c'est relativement inimaginable. Hein. Peut-être dans le public, mais sinon... Oui, donc on va... Ah, merci. Il y avait une ultime question, non ? Non, mais moi, je voulais repartir... Oui, bonjour. Encore là, Angèle Ninger, Sorbonne Université. Moi, je voulais repartir sur la question, effectivement, du stage et de la césure. À
parce que ça pose toutes les questions, vous en avez soulevé certaines, mais la première, on nous dit bien qu'un stage est inséré à une formation et participe de l'obtention du diplôme et de la formation. Oui. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'on nous dit qu'un stage, une césure, pardon, ne doit absolument pas être un élément qui participe de l'obtention du diplôme. Donc on est quand même sur ce paradoxe qui, pour moi, définit les grands domaines et les sépare. Alors, je ne sais pas si on a le droit de faire une suggestion, mais est-ce que le stage qui serait réalisé dans le cadre d'une autre formation, puisque pendant la césure, un étudiant peut s'inscrire dans une autre formation, pourrait résoudre certaines difficultés? C'est-à-dire que le stage serait réalisé dans le cadre de l'autre formation dans laquelle il serait inscrit. Parce qu'il y a une autre question, c'est trouver l'enseignant. On a parlé de l'organisme d'accueil, mais il y a aussi l'enseignant référent, qui va dire que lorsqu'un étudiant part dans un domaine qui est extrêmement éloigné du sien, ça pose la difficulté de comment peut-il légitimement s'engager à être l'enseignant référent alors qu'il n'y connaît pas forcément grand-chose sur le... Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Effectivement, Ça pose beaucoup de questions. la césure, l'objectif des textes, c'est vraiment de donner une bouffée d'oxygène à l'étudiant pendant un an, pendant 6 mois ou un an. Mais effectivement, il n'y a pas d'aspect pédagogique dans la césure, dans les textes. Oui, mais, et pour autant, s'il part en stage, nous devons respecter les dispositions. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, on est en train de travailler pour clarifier. Voilà. Donc je me permettais cette suggestion. Je pense qu'ils ne sont pas assez clairs. Je suis complètement d'accord avec vous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Cet échange sera probablement prolongé et je crois qu'il y a encore beaucoup de questions sur lesquelles on espère des réponses avant la rentrée, si ce n'est l'année prochaine à l'occasion de la 6e conférence.